Excusez-moi, c'était une question de zapette. Bien d'abord, mesdames et messieurs, merci d'être ici, aussi nombreux. Merci à vous tous ici présents. Je dois avouer que je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice, et c'est assez impressionnant. Mais bon, on y est, on y va. Merci aux orateurs, parce que s'il y a un bel échange qui se passe ici, dans cette salle, je vous assure, depuis quelques heures, on ne se connaissait pas, mais absolument pas du tout. Mais il y a aussi eu beaucoup d'échanges et beaucoup de similitudes, beaucoup de connexions. Merci à eux. C'est vraiment un grand bonheur de partager toute cette expérience. Merci évidemment aussi à toute l'équipe du TEDx pour cette magnifique organisation. Alors je vais vous parler des arbres. Je dois vous avouer que je suis un passionné. D'ailleurs, il va falloir m'arrêter. Vous allez le voir. On va un petit peu voyager aussi, puisqu'on je dois vous avouer que j'ai les yeux pleins d'étoiles, j'ai les oreilles pleines de musique, j'ai mon cœur plein d'émotions, plein de belles sensations. Et c'est un petit peu ce que je retrouve dans tous les arbres. Et pourquoi est-ce qu'on est tout un chacun attiré par ces arbres? Mais l'arbre, c'est la vie. C'est la vie. L'arbre, c'est l'être vivant le plus grand, le plus vieux, le plus large du monde, de toute notre histoire. Il était bien avant nous sur la Terre, 380 millions d'années et plus, et tant et plus. On en est, je pense, à 200 000 ans pour l'homme, aux dernières mesures, je ne sais pas. Enfin bon, bref, c'est ce que j'ai lu dans les chiffres. Alors, quelques exemples de grands arbres. Il semblerait que ce soit le plus grand, quoique, non. Mais voici un séquoia géant. La petite flèche que vous voyez là en rouge, ça représente un homme. Que dire quand on est devant un tel arbre? La même chose ici, ça se passe évidemment en Californie, dans ce parc national de Redwood, avec aussi cet arbre tout aussi impressionnant qui, petite histoire, 28 mètres de circonférence, c'est quand même quelque chose, et l'âge estimé, 3200 ans. Mais ce n'était pas le plus grand champion, enfin c'est pas dans les séquoias, il y en a un plus haut, c'est celui-ci, c'est l'Hyperion, qui est aussi en Californie, mais on ne sait pas très bien où il est. En tout cas, sa présence, elle est protégée. On ne veut pas, parce qu'il y a des magotrus, je veux dire, des gens peu respectueux de la nature qui en profiteraient. D'ailleurs, on va le voir plus tard. Un autre exemple de grand arbre, c'est au Mexique, avec le cyprès ici de Montezuma, 42 mètres de circonférence. On a longtemps cru que c'était un ensemble de plusieurs arbres, mais non, ce n'est qu'un arbre, un seul et unique arbre. Il y a encore plus grand, mais leur grandeur, c'est un petit peu aussi leur malheur. Ce sont les eucalyptus de Tasmanie, 130 mètres de haut, vous imaginez. Mais ils font l'objet d'une exploitation intensive, tout ça pour l'industrie, le papier, tout ça part en Chine. Ici, juste au pied vous voyez ici une souche avec l'homme qui se tient juste dessus, vous imaginez ce que ça peut donner. Il y a quand même des gens qui ont eu vent de ça et qui sont un petit peu respectueux et qui disent on va essayer d'en sauver. Et contre vents et marées, ils ont sauvé 74 000 hectares. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qui pousse les hommes à admirer autant les arbres, mais aussi à les exploiter? Parce que de tout temps, quand on voit ces images, on les a exploités. Pourtant, les moyens mécaniques n'y étaient pas, mais on l'a fait. C'était quoi? C'était le défi de faire mieux, d'aller plus haut, d'aller plus grand. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'un autre drame, et qui est là tout à fait aussi présent, c'est en Birmanie. Il faut savoir qu'il n'y a plus de teck en Birmanie, issue de germination naturelle. C'était une forêt primaire sur moins de 50 ans. En 2010, il y avait encore 47%. Maintenant, en 2015, il n'y en a plus. Tout ça pour le profit. Il faut savoir que la Birmanie, elle est dirigée par une junte militaire et
voilà, ils font profit de tout bois. Voilà. Alors, on va quand même aller plus loin, on va voir qu'il n'y a pas que de mauvaises choses. Le plus vieux arbre, on vous parlait tout à l'heure de 3200 ans, celui-ci 4847 ans, et je vous assure qu'il est bien vivant. Contrairement à l'homme, l'arbre a cette faculté d'avoir en lui des cellules mortes, mais aussi de développer des jeunes cellules, et qui lui permettent de vivre. Et cet arbre est bien vivant. Il y a un jeune con, excusez-moi de l'expression, qui, pour des études scientifiques, paraît-il, a abattu son cousin qui était situé à quelques centaines de mètres de lui. C'est bien dommage. Un autre exemple d'arbre remarquable, d'arbre vieux, un if, un taxus au Pays de Galles, 4000 ans. C'est quand même pas mal. Et ici en France, me direz-vous, ben voilà, on a ici l'exemple d'un olivier à Roquebrune qui, lui, aurait 2000 ans. Aurait, non, mais il les a, les 2000 ans. Alors, l'arbre, au-delà de toutes ces considérations morphologiques, de toutes ces tailles, de tous ces chiffres, etc., ben, l'arbre représente énormément de choses pour tout un chacun. L'arbre, c'est d'abord une notion de plaisir. Qui n'a pas souvenir, pendant ses vacances cet été, de s'être adossé à un arbre, d'avoir fait une petite sieste, d'avoir fait peut-être un petit dodo, un petit câlin, en tout cas, avoir pris beaucoup de plaisir. C'est une notion très importante. L'arbre aussi, au niveau de l'éducation, on s'est aperçu qu'il avait un impact assez important, et surtout, on parlait de pédagogie tout à l'heure, mais les enfants sont très réceptifs à cette approche de la nature et surtout à cette, je vais dire, cette connexion. Et je dois avouer que peu d'expériences, enfin, on a eu quelques expériences avec eux, et c'est réellement très positif, non seulement ce jour-là, mais ce sont vraiment nos futurs ambassadeurs et ce sont les protecteurs d'une vie meilleure, en tout cas pour nos arbres. La même chose au niveau social. Des personnes à mobilité réduite, des personnes qu'on doit réinsérer, personnes à problème, eh bien, il semble que l'approche de l'arbre était très bénéfique pour eux. En fait, on a aussi le côté historique de cet arbre. On a l'arbre de la liberté, un arbre qui est planté en souvenir d'un acte héroïste, d'une décision, d'une installation de bâtiment, d'une naissance, parce que ça se fait de plus en plus. Un enfant qui naît, on plante un arbre dans le jardin, c'est peut-être pas une mauvaise idée, c'est même une excellente idée. L'arbre climatique, évidemment, on sait qu'il rafraîchit l'air. L'arbre anti-pollution, voilà, on sait que via la photosynthèse, c'est un des rôles essentiels. Donc, il capte les gaz carboniques et rejette de l'oxygène. Tout ça par un phénomène chimique bien connu de la plupart. Alors, cette photo de ginkgo, elle n'est pas anodine. Ce ginkgo biloba, arbre au 40 écus, qui est un résineux, qui a des feuilles, qui perd des feuilles. C'est un résineux, il fait partie de la classe des gymnospermes. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais pour la grande histoire aussi, cet arbre a survécu, en tout cas repoussé après les bombardements d'Hiroshima. Après l'attaque atomique, après le bombardement atomique, il a repoussé. Donc c'est dire combien ces arbres sont résistants. L'arbre anti-érosion, oui, ça, je n'invente rien non plus. Le fait des racines, etc., on l'utilise dans la préservation des berges, le long des cours d'eau. Anti-bruit aussi, que ce soit en milieu urbain, le long des autoroutes, etc. Anti-éblouissement, bon ça, tout un chacun, il y a des gens qui aiment bien le soleil, d'autres pas. C'est aussi un élément architectural qui permet de structurer le paysage, que ce soit en ville, que ce soit au long des routes. À l'annonce d'un carrefour, d'un rond-point, d'un point essentiel, il structure le paysage et il est très important. Il peut aussi cacher aussi certaines morosités. Là, ici, on est en plein centre de Charleroi, qui n'est pas la plus belle ville de Belgique, bien qu'elle vit bien. Mais voilà, ces arbres ont été plantés pour donner un petit peu de gaieté à ce quartier. C'est pas gagné, vous me direz. Si, parce que quand ils sont en feuilles, oui. Évidemment, ils participent au paysage, au caractère paysager de nos villes. Et un aspect aussi
qui est souvent négligé, mais qui est important. Il semblerait, je pense qu'ici, il y a quand même quelques personnes dans l'immobilier, qui augmenterait la plus-value, le fait d'avoir un arbre assez conséquent sur son terrain, etc., il y aurait une plus-value de 15%. Mais c'est aussi, quelque part, un être vivant qui nous fait peur, parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont inféodés à l'arbre, plein de gens, plein de souvenirs. On lui donne aussi, souvenez-vous, cette Blanche-Neige qui court à toute apeurée au milieu de la forêt et qui est agrippée par les arbres. Oui, voilà. Pourquoi? Certains auteurs disent, ben oui, il croit, il est là. On ne voit pas très bien comment il grandit, on ne voit pas très bien comment on n'entend pas vivre, et pourtant il est bien là. Et je vous assure que si vous l'écoutez, il a plein de choses à dire. Alors, au-delà de tous ces aspects, ces arbres, ce sont des êtres vivants, mais fragiles. Et bien souvent, et pourtant c'est là qu'on a besoin d'eux, c'est vraiment là leur place, ils jouent un rôle essentiel dans le milieu urbain, eh bien ils ne sont pas ménageurs en milieu urbain. Voici ici quelques exemples. Voilà encore d'autres. Sur ces 5 photos, il y a 3 arbres qui ont été abattus. On comprend pourquoi, évidemment. Mais ils se battent ces arbres. Ils ne baissent pas les bras comme ça. Ils ont des possibilités énormes. Voici ici un exemple de comparaison entre un arbre qui croît en milieu forestier et un arbre qui croît en milieu urbain. Et on a pris ici, j'ai pris un exemple de mon ami François Frété, et qui me dit, voilà qu'est-ce qu'il considère. Au niveau de l'eau, en milieu urbain, bien évidemment, on a, je vais dire, un sol compacté, qui ne permet pas, ou très peu en tout cas, d'infiltration d'eau. Le développement des racinaires est limité, il est difficile, et puis l'arrosage est occasionnel, et qui plus est, et on ne le voit pas ici, mais les feuilles sont ramassées systématiquement en ville, et donc il y a peu d'apport de matière organique. Alors, comment ils s'organisent, nos arbres, pour vivre en ville? Parce que ça, c'est un aspect, je vous dirais que c'est l'aspect plantation. À côté de ça, il y a un autre aspect que j'ai tué aujourd'hui, parce que 18 minutes pour parer des arbres, on peut en parer des journées entières. Il y a l'aspect aussi taille. Et je dois avouer que chapeau à la ville de Valenciennes, parce que les alignements d'arbres ici sont taillés de manière on ne peut plus correcte, de manière vraiment, vous avez de beaux alignements d'arbres, vous avez une gestion des arbres en ville qui est très belle, qui est très saine. Ce n'est pas le cas partout. Et je dois avouer que je suis à chaque fois charmé, d'abord dans le choix des essences, et puis dans le choix du soin qui est apporté aux tailles. Vous êtes vraiment bien entouré, bien encadré. La preuve en est aussi ici sur le parking. Les jeunes plantations qui ont été faites, c'est du matériel de qualité, ça a été fait avec beaucoup de professionnalisme. Alors, je dirais comment ils se développent, comment ils s'adaptent. Eh bien, il y a un phénomène qui s'appelle la mycorhisation. Cette mycorhisation, c'est un pacte, c'est une association entre une symbiose entre les racines et des champignons qui sont dans le sol naturellement. Et les racines, l'arbre produit du glucide qui va développer ces mycorhizes qui vont favoriser l'assimilation des sels minéraux et de l'eau. Et donc, ça va favoriser la croissance. Ça marche tellement bien que je viens de sauver un tilleul de 300 ans. On a enlevé carrément 40 cm de terre, on a remis un nouveau substrat, on a injecté des mycorhizes, puisqu'on le fait maintenant, et la technologie nous permet quand même beaucoup de choses. Et cet arbre est reparti pour au moins 300 ans. Et j'en suis très heureux. Alors une autre adaptation aussi, c'est l'anastomose. L'anastomose, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une soudure de racines. Et c'est très particulier. Donc, ils peuvent non seulement souder leurs racines, un arbre peut souder sa racine, je veux dire ses propres racines entre elles, mais il peut aussi souder ses racines à celles du voisin. Et donc ça nous donne aussi des choses un peu particulières, comme en Inde, où on a carrément des ponts de racines comme ça, qui se sont soudées les unes aux autres et qui se sont accrochées. C'est un effet quand même
pervers, ça peut être, c'est bénéfique. Hein, au niveau, quand il y a un stress hydrique, par exemple, on s'est aperçu que le voisin pouvait réguler et aider peut-être, par exemple, un arbre qui est près d'un ruisseau, eh bien, il alimentait en eau son voisin. Mais c'est un effet pervers aussi. C'est pour la propagation de certaines maladies d'agents pathogènes. La preuve en est avec nos platanes du Sud qui ont malheureusement dû être abattus. Alors, quand on voit toutes ces forêts, que ce soit ici en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Amazonie, que ce soit un peu partout dans le monde, ces forêts mélangées de résineux, de feuillus. On voit ici, là, en forêt tropicale, c'est tout à fait une flore tout à fait extraordinaire, où se mélangent des jeunes, des petits, des grands, des vieux, des gros, des gens qui n'ont rien à faire ensemble, mais ils arrivent à vivre ensemble. Et non seulement ils arrivent à vivre ensemble, mais ils arrivent à se protéger. À se protéger, parce qu'on n'a pas parlé, je ne vous ai pas parlé de faune, on n'a parlé qu'un peu de flore. Mais l'entomofaune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Certains arbres ont, par exemple, la faculté d'accueillir des insectes qui sont des prédateurs d'autres insectes sur d'autres arbres, et ainsi de suite. Alors quand on voit ça, moi je dis que c'est une très très belle leçon et qu'on pourrait vraiment suivre leur exemple. Je vous remercie de votre attention.